sais que vous l'attendez tous. On l'a dit depuis l'entame de cette émission. Nous parlons de ce stupéfiant qui détruit de nombreuses familles, la drogue. Professeur, non. Docteur Zabidjo, il y a 2 semaines, on a entamé ce sujet. Il est important de faire un récap pour permettre à ceux qui n'étaient pas avec nous de pouvoir mieux comprendre le sujet que nous abordons aujourd'hui. Merci Naomi. Il est bon que les parents sachent que la drogue, c'est toute substance d'origine naturelle ou synthétique qui, une fois qu'il est ingurgité, il entraîne la modification du fonctionnement normal du système nerveux central. Donc tout produit, ça peut être le thé, ça peut être le café, ça peut être de l'herbe, ça peut être de la sève, ça peut être un produit comme un comprimé, ça peut être un gaz, ça peut être n'importe quoi. Donc tous ces produits-là, une fois que ça modifie le fonctionnement normal du système nerveux central, c'est qualifié par l'Organisation mondiale de la santé drogue. Donc il faut qu'on fasse très attention à cela. Et vous nous avez dit qu'aujourd'hui, les enfants ont trouvé plusieurs moyens pour ne pas justement se faire prendre. Oui, aujourd'hui, contrairement à hier, les enfants n'utilisent plus tellement les drogues classiques. Ouais. La cocaïne, l'héroïne, le cannabis, que tout le monde connaît, les enfants, ils utilisent ça, mais ils n'utilisent pas ça vraiment couramment. Ils ont des drogues nouvelles qu'ils dissolvent avec, par exemple, de la boisson. Ils ont également des moyens de consommation qui sont totalement nouveaux, que les parents ne connaissent pas. Ça fait qu'ils passent très, très inaperçus. Ils utilisent beaucoup de médicaments, par exemple. Ils utilisent également des gaz qui sont utilisés en médecine. Et tout ça, ça fait que ça passe totalement inaperçu parce que malheureusement, les parents n'actualisent pas leur fichier parental. Et aujourd'hui, la première grande question qu'on se pose, c'est justement comment reconnaître un enfant qui se drogue. Et on a eu quelques réactions sur nos différentes pages des réseaux sociaux. Nos internautes ont essayé de répondre. Je pense qu'avec la réalisation, dans quelques instants, on va voir leur proposition de réponse. Mais il y a plusieurs qui parlent déjà des yeux. Et je pense que vous l'avez cité la dernière fois. Si. Les yeux, c'est les premiers signes qu'on peut voir directement. Il y a les signes physiques. Et puis, il y a des signes qui sont moins physiques. Il y a des signes qu'on va voir dans le comportement. Donc, au titre des signes physiques, il y a les yeux également, il y a les yeux dont on a parlé. Mais en dehors des yeux, il y a le fait que l'enfant, il va très régulièrement au réfrigérateur. Oui, mais pardon, les yeux seront comment alors? Très, très injectés, très rouges, par exemple, pour ceux qui vont consommer, par exemple, du cannabis. Ça sera dormant pour ceux qui vont prendre des dépresseurs. Donc, c'est de faire attention. Si l'enfant n'a pas des yeux dormants habituellement, qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que c'est comme s'il est en train de somnoler et tout, il faut faire attention. Ça veut dire que quelque part, il est sous effet de substance qui est dépresseur. Donc, soit c'est dormant, soit c'est vraiment injecté, c'est vraiment très rouge. À partir de là, il faut faire attention. Ça ne veut pas forcément dire que... Voilà, il ne faut pas tout de suite conclure. Voilà. C'est juste que ce sont des éléments qui peuvent attirer notre attention. Notre attention en tant que parent. Et c'est le but. Dépistage précoce pour qu'il y ait une prise en charge efficace. Et donc, on pourra voir maintenant avec Jacques Brou, notre réalisateur, les interventions des internautes. Et on veut dire merci donc à tout le monde. Là, il y a Emos Fofana qui dit, déjà à travers son regard, les yeux, un facteur qui ne ment pas. Bon, je pense qu'il y a le nœud qui a sauté, qui ne ment pas. Donc ça, c'est la réaction de Emos Fofana. Merci de nous suivre, Emos. Et puis, on a une autre réaction. On peut y aller rapidement à la réalisation. Peut-être ses yeux. Lui n'en est pas très sûr. Je pense que c'est Bokoya Tagro. Merci d'être fidèle à Matin Bonheur. Lui, il parle aussi des yeux. Ephraim Ien, quant à lui, dit, bon, réservé, qui s'isole, glouton et qui boit assez d'eau. Et il nous conseille de causer assez avec lui pour le faire sortir, si tant est qu'il veut s'en sortir, parce qu'il y a aussi la volonté de pouvoir sortir de là. Donc, chers parents, voici quelques pistes qui pourraient attirer notre attention. Mais comme a dit Dr Zabidjo, ça ne veut pas dire tout de suite que quand un enfant boit beaucoup, qu'il a les yeux dormants, ou, voilà, il faut d'abord voir un médecin, voir déjà dans quelles conditions... l'enfant est touché physiquement avant de conclure. Ce n'est pas à nous de conclure directement. N'est-ce pas, docteur? Il y a un risque de conclure directement. Quand on conclut directement, tout de suite, ça fait que l'enfant se braque. Et quand il se braque, il y a 2 choses qu'il peut faire. Soit il devient réfractaire à tout conseil, à n'importe quoi que les parents peuvent lui dire. Deuxièmement, il va commencer à devenir hyper cachotier.
Donc, il va se dire, c'est parce que vous voyez que vous parlez. Donc, si vous ne voyez plus rien, vous ne parlerez plus. Exactement. Voilà. Et donc, on a un signe, par exemple, comme le fait que l'enfant, il vient à la maison, il ressort, il vient, il ressort. Il ne reste plus trop à la maison. Il ne reste pas trop. Il se parfume outre mesure. Vous pouvez lui acheter une bouteille de 40 centilitres de déodorant. Au bout de 2 jours, c'est fini. C'est fini. Voilà, parce qu'il veut masquer les odeurs. Masquer les odeurs ou bien les utiliser également comme drogue. Il y a les deux. Voilà, parce que on va pas aller... bon, on va pas dire comment ça se passe pour ne pas inspirer certaines personnes. Ils utilisent ça comme drogue. Ouais. Ou alors, ils prennent ça pour masquer les odeurs de cannabis. Parce que le cannabis a une odeur très forte. Wow. Quand vous consommez le cannabis, vous avez le sentiment que l'odeur vous poursuit toute la journée. Donc, pour cacher ça, les enfants, ils se parfument, ils se parfument, ils se parfument. D'accord. Donc, on a les yeux, on a l'hydratation démesurée, voilà. Et on a... les sorties intempestives. On a... En plus, les parfums. Les parfums. Les déodorants, comme on a dit. Voilà. Et puis, dans les réactions également, on peut l'observer. C'est-à-dire un enfant, par exemple, qui aura tendance à s'isoler, parce qu'il veut fuir le regard des gens, parce qu'il s'est dit, certainement, si on me voit, ça attire le regard, donc il veut s'isoler. Ça n'a rien à voir avec la timidité. Pas forcément. C'est un camouflage, en fait. Voilà. Il faut observer l'enfant. Et s'il y a une variation dans ses façons de faire, dans son comportement, on observe et on peut, à partir de là, être attiré et puis le conduire vers les spécialistes pour l'aider. Et j'ai tellement aimé votre intervention d'il y a 2 semaines, quand vous avez dit, pour observer, il faut être là. Il faut être là. Il faut être là. La plupart d'entre nous, on trouve les excuses du fait qu'il faut aller chercher l'argent pour venir les nourrir et tout ça. Et par rapport à ces excuses-là, bon, ben, l'enfant, il est laissé à lui-même. Il s'éduque lui-même, il s'éduque par la rue. Il remplace la présence des parents par la présence de mentors de rue. Et ces mentors-là, Dieu seul sait le message qu'ils leur donnent et la façon de leur donner ces messages. Donc, il faut être là. Est-ce qu'on a d'autres éléments qui peuvent nous aider ou même qui peuvent attirer notre attention sur le changement de comportement de notre enfant? Il devient par exemple violent, irrespectueux. Donc ça peut s'observer. Toujours, je reviens encore au référentiel qui est la base. Voilà. Il était comment à l'origine? Il était comment avant, voilà. Si c'est quelqu'un qui a toujours été violent, naturellement, dans le verbe, dans son comportement, bon, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais si, du jour au lendemain, il devient violent, il devient cachotier, il s'isole, il sort beaucoup, il va beaucoup au frigo, il y a ces choses-là, ça doit nous attirer. Voilà. Si ça nous attire, ce n'est pas d'affronter de face la chose. Parce que le faire de façon frontale, c'est dire à l'enfant qu'on l'a surpris. Alors que quand nous tous, on a le sentiment d'avoir été, si vous voulez, découvert dans quelque chose qu'on cherche à masquer, on devient plus mesquin encore. On cache encore ce qu'on a déjà commencé à cacher. Donc, quand c'est comme ça, c'est de l'inviter à parler. Et si jamais l'enfant ne parle pas? En général, ça arrive quand, par exemple, les parents n'ont pas pris l'habitude de créer le climat de confiance. Vous savez, il y a une chose qui appelle la confidence. Il y a une chose qui appelle le fait qu'on puisse se lâcher avec quelqu'un. C'est quand on a confiance. Donc, il faut créer un climat de confiance. Il y a des gens, il va au travail à 6 h du matin, il rentre tous les jours à 22 h ou à 23 h. Il ne parle avec l'enfant que quand il y a des bêtises. Mais dans ces conditions-là, il ne vous dira rien. Mais comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, si au départ, on n'a pas créé ce climat de confiance, comment rétablir les choses? Développer une intimité de vie avec l'enfant. Une intimité de vie, ça veut dire... Hein. Oui, mais ça va prendre du temps, c'est vrai, mais ça va surtout prendre la qualité dans l'intervention éducative. Ça veut dire qu'il faut créer beaucoup de moments de partage avec son enfant. Quand on reste à la maison, il faut profiter de ce temps-là pour partager des jeux avec l'enfant, pour partager des activités avec l'enfant. Il ne faut pas que maman soit sur son téléphone ou à la cuisine, papa aussi est également sur son téléphone en train de parler avec qui on essaie. Et l'enfant, il est tout seul, il va qu'à ses occupations à lui. Quand c'est comme ça, il se sent esselé et il trouve le réconfort qui lui manque dehors. On a dit que ça allait prendre du temps, docteur. Ça va prendre du temps. Est-ce que pendant qu'on est en train de créer ce climat de confiance-là, l'enfant n'est pas en train de s'engouffrer davantage dans la consommation de la drogue? C'est possible si à la base, on n'a pas su créer, comme je le disais, un bon climat. Vous savez, l'atmosphère dans laquelle la famille évolue, ça compte beaucoup dans l'entrée d'un enfant dans la drogue ou pas. Donc, c'est de changer vraiment cette atmosphère-là. Et quand je parle d'atmosphère, c'est vrai, il y a la présence des parents, mais il n'y a pas que ça. Il y a leur intervention éducative
qu'est-ce qu'ils font, quel acte ils posent concrètement. Quand l'enfant évolue dans une atmosphère où, par exemple, il n'y a que des blessures émotionnelles, des injures à n'en point finir, des brimades, la baisse de l'auto-estime et tout, quand c'est dans ces contextes-là, l'enfant, il a tendance à aller rechercher ailleurs la paix qu'il n'a pas à la maison. Et ailleurs, il peut rencontrer le danger parce qu'il peut rencontrer des gens qui peuvent lui proposer n'importe quel stupéfiant, pardon. Et puis, bon, lui, il n'a pas forcément le jugement mature, donc il peut s'engouffrer à tête baissée dans ce genre de travers-là. Et là, nous sommes justement en train d'apporter des éléments de solution pour aider les familles à se reconstituer, aider les enfants à sortir de la consommation de la drogue, n'est-ce pas? Et puisqu'on parle de ces solutions, là déjà, on commence par rééquilibrer les choses en établissant un climat de confiance. Quelle autre attitude les parents devraient donc avoir pour les enfants qui malheureusement sont déjà touchés? Donnez l'exemple. Il faut qu'ils commencent par donner l'exemple eux-mêmes. Parce que l'enfant, il est d'abord copie. Il copie servilement les exemples. Et puis, il faut que la communauté entière se sente aussi impliquée dans l'éducation des enfants qui ne sont pas forcément nos enfants. Vous voyez, qui vend la drogue, par exemple, les comprimés aux enfants? Ce sont des femmes adultes. Ce sont des mères de famille. Qui vendent l'alcool dans les bars aux enfants? Ce sont des pères de famille. Ils se disent que ce n'est pas mon enfant, donc ils servent ça aux enfants des autres. En oubliant que ça n'arrive pas forcément qu'aux autres, hein, ça peut nous arriver à nous aussi. C'est un cercle vicieux. Quand tu sers l'enfant des gens, pendant que tu es en train de le servir, ben, chez toi à la maison, il n'y a personne. Donc quelqu'un d'autre aussi va servir de la boisson, de la drogue à tes enfants. Vous voyez, la drogue, ça coûte très cher. Bon, et ça rentre dans le pays. Qui fait rentrer? Bon, moi, je n'ai pas envie de répondre à cette question, mais là, je la pose. Que chaque téléspectateur se la pose. Donc, on a une responsabilité très grande en tant que personnalité politique, en tant que décideur, en tant que parent. Déjà, ça commence par, si vous voulez, la restauration du climat favorable à l'éducation dans la cellule familiale. Ça commence déjà à la maison. Ça se poursuit ensuite dans la société, à l'école et dans toutes les sphères que l'enfant fréquente. Il faut qu'il y ait des règles. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de lois, par exemple, pour réprimer la consommation abusive, par exemple, de l'alcool au niveau des enfants. Mais qui respecte ça? Le problème, ce n'est pas qui est la loi, mais il faut qu'il y ait un suivi. Et le suivi, il est assuré quand il y a, par exemple, la prise de, si vous voulez, de règlements au niveau ministériel pour que les décrets, les lois qui sont pris soient appliqués effectivement sur le terrain. Si la police n'a pas d'éléments, elle ne peut pas intervenir sur le terrain par rapport à certaines actions. Donc aujourd'hui, par exemple, vous allez en Europe, vous ne verrez jamais un enfant de 17 ans, 16 ans fréquenter un débit de boisson. Il va pas, personne ne va le servir, on va le chasser. Mais ici, tout le monde sert de la boisson, tout le monde vend de la drogue. Dans les villages, c'est connu, les fumoirs sont dans les quartiers, tout le monde sait. Et ça ne dérange personne. Dieu merci, aucun de nous n'est à l'abri de ces phénomènes. Que ce soit les décideurs, que ce soit les citoyens lambda, Dieu merci, nous tous, on est exposés. Donc il faut qu'on soit responsable, il faut qu'on prenne le phénomène à bras le corps, qu'on se dise que c'est quelque chose qui est en train de décimer la jeunesse, l'espoir de la Côte d'Ivoire de demain. Si on a des Ivoiriens de demain qui sont totalement drogués, c'est le pays même qui est drogué. C'est ça. Il faut qu'on comprenne que la consommation abusive, la consommation addictive de drogue, ça devient une maladie chronique du cerveau. Ça, on l'ignore souvent. Alors que les cellules cérébrales ne se régénèrent pas, ça ne se renouvelle pas, contrairement aux autres cellules du corps qui se renouvellent. On peut être blessé aujourd'hui. Si on a une bonne peau, en 2 semaines, on peut ne même plus avoir de cicatrices. Mais quand une cellule cérébrale est lésée, c'est à vie. Donc, on ne peut vraiment pas en guérir? Il y a des possibilités d'en guérir, mais il y a des risques de rechute à tout moment. Et ça, il faut que les parents des enfants qui consomment la drogue le sachent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remède miracle. La drogue, ce n'est pas comme un paludisme, on vous donne des comprimés, on vous dit au bout de 3 jours, normalement, vous devez en être guéri. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les médicaments qu'on donne aux enfants, c'est juste, ça sert à affaiblir l'organisme pour que les effets de manque ne poussent pas l'enfant à aller consommer à nouveau de la drogue. Mais le travail, le vrai travail, c'est au niveau psychologique. Quand vous parlez du niveau psychologique, il y a un problème parce que les parents aussi malheureusement sont affectés. Un parent qui voit son enfant qui se drogue et qui court à la ruine est lui-même aussi affecté parce qu'il va se dire « j'ai échoué dans ma mission ». Il y a des parents malheureusement qui ont tout fait, mais vraiment, vraiment tout. Et l'enfant, comme on dit, on accouche l'enfant mais on n'accouche pas son cœur. Ça se dit en Afrique, c'est un proverbe, oui. Il y a des parents qui mettent tout à la disposition, qui sont présents, mais malheureusement, l'enfant dévie.
Comment donc redonner de la force et du courage donc à ce parent-là pour qu'il puisse aider son enfant? C'est de ne jamais démissionner. Quand je parle de démissionner, bon, c'est vrai, peut-être qu'il faut que j'utilise un autre mot, c'est de non seulement jamais démissionner, mais c'est de ne pas baisser les bras. De ne pas se dire... Pour trouver la force justement Voilà. pour ne pas baisser les bras. Oui, il faut qu'il puise à l'intérieur de lui-même les ressources. Et s'il pense qu'il n'en a pas, qu'il aille vers les spécialistes, les psychologues pour l'encourager. Parce que tout le monde peut baisser les bras sauf lui. S'il baisse les bras, ben, c'est fichu pour la vie. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une maladie chronique du cerveau. Et qui parle de maladie chronique parle de possibilités de rechute à tout moment. Quand on souffre d'un diabète, bah, on peut bien se porter si on suit une hygiène alimentaire, une hygiène de vie intéressante. C'est la même chose au niveau de la drogue. La drogue, on y entre par 3 portes, comme je l'ai déjà dit à plusieurs occasions. On entre dans la drogue par la porte de la volupté, la recherche du plaisir. On entre dans la drogue également par le chagrin. On entre dans la drogue par la douleur. C'est de fermer ces différentes portes-là au niveau parental. Il faut que chaque parent soit là. Au lieu de rester à observer que, bon, ben, j'ai fait tout ce que je pense pouvoir faire, mais malheureusement, l'enfant, il a emprunté la voie qu'il ne devait pas emprunter. Au lieu de rester dans cette observation-là, c'est de se dire, bon, ben, il a déjà pris la porte qu'il ne devrait pas emprunter, il faut que je la referme, que je le ramène à l'intérieur. Et pour amener l'enfant à l'intérieur, on a parlé justement de la première étape qui est le rééquilibre de l'environnement familial. Est-ce qu'il y a d'autres étapes? Oui, il faut que le parent il sache d'abord à quoi il a affaire. Parce qu'il y a 3 ou 4 grandes familles de drogue. Il faut qu'il arrive à savoir la famille de drogue spécifique dans laquelle son enfant se trouve. Il y a la famille, par exemple, des dépresseurs. Ce sont toutes les drogues qui tranquillisent, qui amènent la personne à dormir, qui amènent les douleurs à être apaisées, etc. Ça, c'est la famille des dépresseurs. L'impression que la douleur est apaisée. Malheureusement, oui. Donc, il y a la famille des dépresseurs, il y a la famille des stimulants, où la personne, vous voyez souvent les apprentis baka, ils courent dans tous les sens, ils sont partout à la fois. Ça, il est sous stimulant, pardon. Et donc, ça, c'est la seconde famille. Il y a la troisième famille, c'est la famille des perturbateurs, où vraiment très, très vite, on passe à des problèmes psychiatriques et tout. Et puis, il y a la quatrième famille. En fait, cette classification, elle est faite en fonction des conséquences des drogues. Il y a la famille des hallucinogènes, où l'enfant va commencer vous allez faire attention à voir des sons. Oui. Il voit des sons, il entend des personnes qu'il voit. Il n'y a que lui qui entend ou bien qui voit ces choses-là. Il en parle et tout le monde est perplexe parce que personne ne voit ou n'entend ce que lui voit ou entend. Ça veut dire là qu'on est en train d'aller dans les problèmes psychiatriques. Donc déjà, il faut que le parent sache dans quelle famille de drogue son enfant se trouvait pour le savoir. Il a besoin nécessairement de faire un bilan toxicologique. D'accord. Bilan toxicologique. Donc déjà, quand on est alerté par le comportement très changeant de l'enfant, il faut déjà aller à l'hôpital. C'est quel médecin qu'il faut voir déjà? Non, déjà, c'est un laboratoire. Il faut aller... voilà. On peut demander nous-mêmes, sans l'avis médical, oui, il y a des tests, même demander. Il y a des tests rapides pour savoir quel est le type de drogue que l'enfant il consomme et tout. Au niveau toxicologie, il y a 2 bilans à faire. Il y a le bilan qualitatif pour savoir... Il faut bien noter, chers parents, il faut bien noter. Si vous avez remarqué que le comportement de votre enfant a changé, mais complètement, et que vous soupçonnez qu'il commence à consommer de la drogue, voici donc les examens à faire dans les différents laboratoires médicaux. Mais attention, il ne faut pas que les parents courent systématiquement vers les examens, parce qu'on fait les examens dans un but. Quand je sais que mon enfant il consomme la drogue, ce n'est pas juste pour savoir, il faut que j'agisse. Donc c'est pour agir, ce n'est pas pour faire et puis savoir et puis croire qu'on peut donner des conseils et puis ça va régler le problème. Plus loin, ce n'est pas pour brimer l'enfant à chaque fois, oh drogué là, impoli là, raté là. Non mais ce n'est pas pour ça, hein, chers parents, c'est pour aider l'enfant à se retrouver. À sortir de là. D'accord. Donc on va aller faire le bilan qualitatif pour voir le type de drogue que l'enfant consomme. Le bilan qualitatif. Oui. D'accord. Et à côté du bilan qualitatif, quand on sait qu'il est positif, par exemple, à un type particulier de drogue, on va faire le bilan quantitatif pour quantifier la teneur de cette drogue-là dans son sang. C'est très important parce que c'est un indicateur pour les thérapeutes, c'est un indicateur de suivi. Par exemple, si on fait le bilan aujourd'hui à quelqu'un, on sait qu'il est positif à, je dis n'importe quoi, au cannabis. On connaît la teneur du cannabis dans son sang au jour d'aujourd'hui. On s'est dit, bon, le cannabis a une durée de vie que je ne donnerai pas ici.
Voilà. Merci. Et cette durée de vie-là, on sait qu'au bout de, je prends un exemple, si au bout de 1 mois, l'enfant est sous traitement ou bien l'enfant dit qu'il ne consomme plus, si on refait le test, le chiffre qu'on trouve doit normalement diminuer. C'est ça. La teneur doit diminuer normalement, pas évoluer. Si ça évolue, ça veut dire qu'il n'a jamais arrêté. Donc, on fait ça. C'est vraiment des indicateurs pour les thérapeutes, hein. C'est très important pour le thérapeute. C'est important un peu pour le parent, juste à titre d'information, mais c'est surtout des indicateurs pour les thérapeutes. Donc, quand on a fini de faire le bilan toxicologique, il est important de faire également un bilan de santé. Parce que la plupart du temps, la consommation de drogue est couplée de maladies comme par exemple les hépatites virales, comme par exemple le VIH-Sida, parce que en fonction du mode de consommation de l'enfant, s'il utilise une seringue, il peut utiliser une seringue souillée, partager ça avec d'autres personnes. Si c'est les hépatites virales, en fumant par exemple, il peut prendre la salive de quelqu'un qui a déjà une hépatite virale, une tuberculose. Donc il est important de savoir si l'enfant il a une intégrité totale de ses organes nobles. Par exemple, le cœur, le poumon, le foie, le rein, etc. Donc, on va faire des examens à ces niveaux-là. Parce que quand on va, par exemple, devoir le mettre... En fait, ce n'est pas que le cerveau qui sera touché. Mais c'est la vie de la personne. C'est pas que le cerveau. C'est la vie de la personne. Oh mon Dieu. Voilà, c'est la vie de la personne. Et très souvent, on s'amuse avec, en fait. Donc, il faut lui faire un bilan de santé. Et ce bilan de santé-là, bien évidemment, les médecins vont prescrire ce qu'il y a à prescrire, justement, pour voir si les organes-là sont intègres. Donc, en dehors du bilan de santé, on va également faire un bilan psychiatrique. D'accord. Parce que la consommation de drogue... C'est plusieurs étapes, hein, oui. Docteur. Oui, oui. Ouais. La consommation de drogue, ça fait plonger très rapidement dans les problèmes psychiatriques. Donc, on peut comme je vous ai dit, ça lèse certaines cellules cérébrales. Donc, il faut qu'un médecin psychiatre qui est habilité à prendre en charge les problèmes du cerveau, il faut qu'il fasse son bilan pour qu'il indique si, à ces niveaux-là, il n'y a pas de problème sous-jacent. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de problème psychiatrique? Est-ce que l'enfant n'a pas commencé à développer une maladie psychiatrique? Il faut qu'on le sache. Pourquoi? Vous savez, Tata Naomi, si tout de suite, moi, je vous salue, que je fais un palu, même si vous n'êtes pas médecin, vous pouvez savoir. Oui. Parce que vous allez voir que j'ai la paume qui est chaude, par exemple. Ça. Mais quand je suis en train de développer une maladie psychiatrique, c'est difficile pour vous de le savoir. Parce que c'est dans mon comportement que ces choses vont se révéler. Alors qu'il y a tellement d'éléments qui ne sont pas liés forcément à mon cerveau, qui peuvent indiquer que j'ai des problèmes. Donc, il faut très, très vite voir un médecin psychiatre. Et le dernier bilan à faire, c'est le bilan psychosocial. Et on donnera les détails de ce bilan psychosocial juste après cette pause. Waouh! C'est grave! Bonne arrivée chez nous. Mon joli neveu. Comment tu vas? Ça va. Tu prends bien tes médicaments à Hervé? Oui. Et notre bébé? Je dois aller faire son test de dépistage, mais j'ai tellement peur du résultat. Tu sais que ma mère est séropositive, non? Regarde-moi bien. Je suis né séronégatif, car elle a été prise en charge tôt pendant sa grossesse. Elle a fait mon test de VIH, ce qui a permis de connaître mon statut. Elle a suivi les conseils des médecins. Et voilà, aujourd'hui, je suis en bonne santé. Moi, j'ai toujours cru que tu étais séropositif comme ta maman. Pour le bien de ton fils, fais son test. Tu protégeras sa vie. Vous êtes séropositif. Pour le bien-être de votre enfant, faites son test du VIH à 6 semaines. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle avec l'appui du PEPFAR et du Fonds mondial. Sous la présidence de M. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, la Direction générale du budget et des finances organise son séminaire bilan 2021 et perspectives 2022 sous le thème « La DGBF au cœur de la transparence dans la gestion budgétaire » les jeudis 17 et vendredi 18 février 2022 à l'Hôtel Président de Yamoussoukro. Danse, conte, art du cycle et de la marionnette, théâtre, slam, humour, musique, mode, street art, Massa 2022. Massa. 98 groupes sélectionnés, 10 sites privatisés, une quinzaine de scènes pour plus de 200 spectacles programmés. Du 5 au 12 mars 2022, le marché des arts du spectacle d'Abidjan vous ouvre ses portes gratuitement. Infoline 27 20 21 35 20. Massa 2022. Abidjan reçoit l'Afrique et le monde culturel. RTI, diffuseur officiel du Massa 2022.
Retour de l'information, merci à toutes et à tous de nous suivre. Après Abidjan et plusieurs villes de l'intérieur du pays, le programme Eau potable pour tous se déploie en milieu rural. 3 châteaux d'eau d'un coût d'environ 700 millions de francs CFA inaugurés par le ministre de l'Hydraulique à Odiéné, Boundiali et Korogo. Léon Brou. Ici, à Tourouni, département d'Odiéné, une seule pompe pour 1000 habitants. Insuffisante donc pour fournir les 30 mètres cubes d'eau, besoins journaliers de la localité. Les femmes, comme on ne trouve pas l'eau vite là, en tout cas, ils font pas là. De ce château jaillissent désormais 88 mètres cubes d'eau potable par jour et les besoins des populations couverts jusqu'en 2033. Fini donc les corvées d'eau, les maladies diarrhéiques dues aux eaux de surface et autres bagarres. Place à la réconciliation et Tourouni peut danser. Pareil pour Ndara, département de Boundiali. Ici, 160 mètres cubes d'eau potable contre un besoin de 48 mètres cubes d'eau par jour. Les pénuries d'eau, alors un lointain souvenir, comme à Pangarika et localités environnantes dans le département de Korogo. Tu peux te réveiller à 4 h du matin et ton tour peut arriver à minuit. Et quand tu montes sur cette pompe, souvent l'eau tarit, il faut attendre. Accompagne ces réalisations pour résorber la question de l'accès à l'eau potable, la politique du raccordement social pour la menée effective d'eau dans les ménages. Il ne s'agit pas seulement de construire un château d'eau ou de faire des canalisations. Le président veut être sûr que l'eau est dans les ménages. Pour cela, comme le branchement coûte 165 000, le président nous a instruit de faire en sorte que ces populations-là ne contribuent qu'à hauteur de 10 000 francs et l'État va prendre la différence, soit 155 000 francs. C'est cela la réalité du programme social du gouvernement que le Premier ministre met en œuvre actuellement. Donc il faut que les populations y adhèrent. Il faut que l'eau qu'on leur apporte, que l'électricité qu'on leur apporte arrive dans leur ménage. Et pour cela, ils ont juste un effort minime à faire parce que le gouvernement supporte près de 90% de la charge. C'est cela le partage de la richesse. Du Kabadougou au Poro, en passant par la Bagoué, ces efforts du gouvernement donc salués. Pour toutes ces infrastructures qu'il apporte dans notre région, toutes ces infrastructures qui aident notre région à renaître. Merci au président de la République. Environ 700 millions de francs CFA, coût des systèmes d'alimentation en eau potable de Tourouni, Ndara et Pangarika. Entièrement financés par l'État, ces réalisations traduisent l'extension du programme Eau potable pour tous au milieu rural. D'autres villages à difficulté d'accès à l'eau vont donc suivre. Vous l'avez certainement remarqué avec nous, il pleut en ce mois de février, des pluies orageuses, alors qu'on pensait tous que la saison des pluies était derrière nous. Suivons cet élément de Grâce Kando pour avoir quelques réponses. À propos des dernières pluies de ce mois de février, voilà ce qu'en disent les populations. Partout on parle de changement climatique, de réchauffement de la terre, peut-être que c'est ces effets que nous vivons ici. Donc peut-être que c'est à nous d'adapter notre comportement à ce nouveau climat. Non, je pense que ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une calamité qui nous tombe là-dessus. C'est tout à fait normal. Nous devons l'accepter et vivre comme tel. Les produits, c'est-à-dire la tomate, les oignons, les aubergines, tout ça là, quand ça produit, c'est grâce à la pluie que ça produit. Et nous aussi, on arrive à manger à notre faim. Ceux qui habitent dans les zones à risque, là, ils doivent prendre les dispositions nécessaires pour ne pas que cette pluie-là vienne les surprendre. Selon les climatologues, ces pluies orageuses que subissent toutes les régions sont dans l'ordre normal des choses. Entre la saison sèche qui est en train de se terminer et la saison humide, la saison des pluies qui va commencer au mois d'avril. Donc les mois de février et mars sont les mois d'intersaison, la transition entre les deux saisons. C'est ce qui explique ces orages que nous constatons pendant ces jours, qui est vraiment la période de transition entre les deux saisons. Pour la journée du 14 février, la quantité d'eau tombée est de 35 mm. Nous avons connu hier une intensification du nuage, de la convection qui a pris naissance au sud-est du pays et qui s'est propagée vers le sud-ouest du pays. Face à un tel point, les responsables de la météo annoncent les prévisions. En période d'intersaison, nous pouvons toujours avoir des orages.
Et cela peut se faire chaque 2 jours, chaque 3 jours. Mais ils sont toujours influencés par la situation dépressionnelle qui naît au niveau du Sahel, ce qui va toujours influencer ces remontées de vent chaud de la mer qui va accentuer encore les orages qui vont se venir au niveau du sud du pays. Les pluies du mois de février ne constituent pas un phénomène nouveau. Le mois de février 2011 a été le plus pluvieux des 2 dernières décennies avec 174 mm. Pour février 2022, 144,6 mm de pluie ont été déjà enregistrés. Dans le reste de l'actualité, à la veille du sommet Union européenne, Union africaine à Bruxelles, Emmanuel Macron, le président français, réunit aujourd'hui à l'Élysée les partenaires africains et européens pour évoquer la situation au Sahel et le retrait des troupes françaises au Mali, avec une ambition affichée, trouver des solutions concertées et collectives. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Matin bonheur à la suite, toujours avec Naomi. Et toujours avec Régis Kofi pour les flashs d'information. Demain, on le retrouvera. C'est ça, non, Régis? Vous êtes là demain? Oui, absolument. Merci de nous accompagner lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais vendredi, on change et on retrouve Abdoulaye Koné. À demain, Régis. Merci pour le service. Comment aider notre enfant à sortir de la drogue et surtout, comment reconnaître que notre enfant se drogue? C'est à ces grandes questions que nous essayons de répondre ici aujourd'hui avec Dr Frédéric Zabidjo. Depuis le début de cette matinale, c'est le thème principal et nous espérons que vous avez déjà eu des éléments de réponse. Et si vous nous prenez en marche, nous vous invitons en fin de journée à vous connecter sur nos différentes pages parce que l'émission vous sera disponible en replay. Il a dit: on reconnaît un enfant qui se drogue par des signes qu'il a cités. On parle des différentes étapes à observer sur le plan médical pour pouvoir aider notre enfant. Et on parlait justement des examens. On a des bilans à faire. Toxicologiques. Exactement. Bilan de santé. On a également le bilan psychiatrique. Et maintenant, on a le bilan psychosocial. Qui consiste à? Bilan psychosocial qui consiste à faire un inventaire, un état de lieu en fait de la personne. Parce que c'est vrai, nous tous on a nos faiblesses et on peut rencontrer des difficultés, mais tout le monde n'ira pas forcément vers la drogue. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans la vie, dans la tête de la personne pour que la personne soit encline à tomber dans la consommation abusive de drogue, par exemple. Donc là, on va faire une batterie de tests psychologiques pour voir un peu la personnalité de l'enfant et puis évaluer également son vécu relationnel, son vécu familial, son vécu psychologique et voir un peu l'incidence de certaines choses, de certains événements qu'il a vécu en famille sur son comportement actuel qui le fait consommateur de drogue. Donc, on fait ce bilan psychologique et ça permet de vraiment donner un tableau exhaustif, en fait. C'est-à-dire qu'on rencontre donc aussi les membres de la famille Oui, absolument. Avec les membres de la famille? Absolument, que ce soit au moment des bilans comme au moment de la prise en charge. Parce que le bilan, il va se faire, on est obligé de rencontrer les membres de la famille. Je parlais de bilan psychosocial, donc il y a le volet psychologique qui porte sur la personne et l'aspect social qui porte également sur l'environnement familial, l'environnement social. Parce qu'il faut dépister, il faut détecter dans le milieu familial comme dans le milieu social que la personne fréquente, tous les éléments qui peuvent concourir en fait à sa rémission par rapport à la consommation de drogue. Donc, il faut faire cet inventaire préalable pour évaluer le potentiel de récupération de la personne. Et quand on a fini de faire cet inventaire, quelles sont les autres étapes? Parce que là, c'est que le début. Non, ça, c'est vraiment le... C'est comme si vous allez à l'hôpital, docteur, j'ai mal ici, j'ai mal là, et le docteur dit, bon, voici des examens, va au laboratoire. Donc, quand vous allez au laboratoire, vous avez les résultats, c'est maintenant que le travail commence. Et le travail va commencer par quoi? Le travail, il peut se faire de deux façons. Ça dépend du stade dans lequel l'enfant se trouve. Par exemple, on peut avoir une prise en charge qui s'est faite en ambulatoire. Ambulatoire, ça veut dire que l'enfant, il est chez lui à la maison et il vient rencontrer un thérapeute dans son cabinet ou alors le thérapeute se déplace vers lui. Mais ça dépend du niveau de consommation de la personne, de son capital de récupération. Ça dépend également de beaucoup d'autres facteurs. C'est-à-dire qu'on peut assister, par exemple, à des gens qui sont à un niveau si vous voulez, des changements de comportement qui est vraiment le niveau où la personne est dans le déni. Il y a des gens qui ont des problèmes.
Et puis il dit, mais moi je consomme du cannabis, mais c'est pas grave. Le cannabis, c'est rien du tout. Si le cannabis est dangereux, pourquoi les rastas, ils fument et tout ça? Donc, il banalise en fait. Il ne se rend pas compte qu'il est dans des problèmes. Une telle personne, si son niveau de consommation est assez élevé, il est difficile de la prendre en charge en ambulatoire. Parce que faire, ça veut dire le maintenir dans son milieu d'origine. Et là, c'est difficile. Il a toujours contact avec tous les fournisseurs, etc. Et non, il ne peut pas le prendre de force aussi? L'enfermer de force, justement? L'idéal, c'est d'obtenir son adhésion au processus de changement. Parce que vous voyez, c'est un processus de changement de comportement. Tout changement durable et changement solide, ça vient toujours de l'intérieur. Quand c'est imposé par l'extérieur, ce n'est pas efficace. Vous voyez, la vie, elle naît de l'intérieur. Vous prenez un œuf, si vous déposez un caillou dessus, l'œuf se casse, il n'y a plus de vie. Mais quand l'œuf se casse de l'intérieur, ça veut dire qu'il y a un poussin qui est en train de sortir, c'est la vie qui sort. C'est pareil. Si vous voulez obtenir un changement de comportement chez quelqu'un, ne lui imposez pas les choses de l'extérieur. Il faut plutôt l'emmener à faire ressortir son potentiel et sa volonté d'aller à un autre niveau. Donc, c'est de travailler sur sa psychologie. La psychologie, ici, ça intervient pour plus de 80% dans la récupération de la personne. Donc, il y a des parents en désespoir de cause, souvent en train de fuir aussi les responsabilités familiales. Ils se disent que pour la prise en charge, il faut nécessairement que l'enfant soit en milieu institutionnel, il est pris en charge par des gens, donc on se débarrasse un peu et on oublie que c'est nous qui devons jouer le plus grand rôle en tant que famille. Parce que la personne est là, souvent sa volonté est altérée par la consommation de drogue et il faut justement lui restituer cette volonté-là en travaillant sur tous les aspects de sa personnalité. C'est pour ça que la prise en charge au niveau de la drogue est une prise en charge holistique chez mineurs. Et là, on a la possibilité, vous l'avez dit, d'aller voir le thérapeute ou permettre au thérapeute de venir voir l'enfant. Voilà. Il y a le deuxième cas où justement il faut l'interner. Il faut l'interner. Et en internat, c'est vraiment de le couper de tous les circuits d'approvisionnement et puis, pendant qu'il est en institution, faire un vrai travail psychologique pour... Et il y a des centres comme ça en Côte d'Ivoire? Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le seul centre d'État qui existe, c'est le Centre régional d'information à la lutte antidrogue, qui est normalement une institution prévue pour la formation des acteurs à la lutte contre la drogue, mais aujourd'hui qui a un volet de prise en charge. Mais il faut savoir que ça coûte beaucoup d'argent pour le citoyen ordinaire. Oui. Combien comme ça? 700 000 au bas mot par mois. Par mois? Par mois. 700 000 au bas mot. Et puis en fait, quand on est dans ce process-là, on n'est pas sûr de quand on finit en fait. La consommation de drogue, elle est multifactorielle en fait. Elle dépend de beaucoup de facteurs. Donc, aussi longtemps que les facteurs qui ont poussé la personne à tomber dans la drogue sont autour de la personne, il y a des risques de rechute à tout moment. Donc, si vous voulez, l'internement n'est pas une solution miracle. Ou parce qu'on a envoyé la personne en cure de désintoxication, au bout d'un mois, tout va bien. Non, ce n'est pas comme ça. Si les conditions de rechute sont créées, je dis conditions familiales, conditions sociales, conditions personnelles, si tout ça s'est recréé, ben, la personne peut rechuter à tout moment. Je rentre dans la drogue parce que j'ai des chagrins, j'ai des douleurs. Si je reviens à la maison après un séjour en institution, si le même environnement, ben faut pas croire que les thérapeutes là-bas vont faire des miracles. Voilà, la personne peut rechuter à n'importe quel moment. Donc c'est pour ça qu'il faut veiller à ce que l'enfant n'y aille pas, parce que si vous voulez, c'est un chemin, je dirais pas de non-retour, mais ça y ressemble. C'est pour ça qu'il faut être présent. Et nous, parents, on commet beaucoup d'erreurs. Et l'une de nos erreurs, c'est de dresser les barrières autour de l'enfant. On augmente la taille de nos clôtures pour ne pas qu'il sorte. Les interdits. On met des portails blindés en interdisant la sortie aux enfants. On met des barrières à n'en point finir hors de l'enfant. Mais j'ai le regret d'annoncer à chaque parent que les barrières externes ne sont pas efficaces. Les barrières les plus efficaces sont les barrières qu'on dresse dans la tête de la personne. Comment dresser donc ces barrières? En étant présent, en lui donnant des valeurs. Quand j'ai des valeurs solides, quand je sais par exemple qu'il y a des choses, non seulement ça va détruire ma santé, ça va détruire ma vie elle-même, ça va détruire la vie de ma famille. Parce qu'en tombant dans la consommation de drogue, par exemple, si je suis le seul fils de mes parents, il y a des risques que mes parents, que ce soit mon père ou ma mère, fassent par exemple un infarctus, ou bien alors d'autres problèmes de santé.
Donc je mets en péril non seulement ma vie, mais la vie de beaucoup d'hommes autour de moi. Si au départ, mes parents sont là pour m'éduquer convenablement, pour m'emmener à mon meilleur niveau, quand c'est fait depuis la base, quand les parents ont compris que l'éducation, ce n'est pas seulement la nourriture, ce n'est pas l'école chère, quand ils ont compris que ce n'est pas autre chose que leur présence... Quand ils ont compris que l'éducation, ce n'est pas l'élevage. Ce n'est pas l'élevage, quand ils ont compris ça effectivement, ils comprennent qu'ils ont un rôle à jouer. Et ce rôle, ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas le jouer par délégation de pouvoir ou alors par, si vous voulez, je ne sais pas quel autre mot utiliser, mais on ne peut pas le faire par délégation de pouvoir en confiant tout à une nounou et puis en tournant autour du monde à la recherche de je ne sais quoi. Quand on a fini de faire tout ça... Aux instituteurs, aux enseignants, non. Voilà. Cela, non. Le plus important, c'est ce qu'on offre à l'enfant. Et c'est surtout ce qu'on ne lui offre pas, je l'ai déjà dit. Notre présence, notre affection, le partage de ces moments de vie. Vous ne savez pas ce que ça représente pour un enfant de dire « Papa est venu, maman est venue » et puis courir vers son papa. Et après aussi, il y a des papas, hein, quand ils arrivent, papa arrive, la tangente. Parce que papa donne l'image d'un Django. Quand il rentre, les enfants ont l'impression qu'il va dégainer son pistolet. Oui. Donc, chacun se cherche. Quand on entend le bruit de la voiture de papa rentrer vers le garage, chacun s'en va dans sa chambre. Cher papa, si tu as malheureusement, cette caméra-là, il faut si malheureusement tu as ce genre de comportement, il faut savoir que ce n'est pas à ton honneur. Et puis, ce n'est pas au bénéfice de tes enfants. Il faut savoir que ce qui est à leur bénéfice, c'est que tu sois pour eux non seulement un coach, c'est-à-dire quelqu'un qui les accompagne dans leur processus de vie, dans leur circuit de vie, mais il faut qu'à un moment, tu deviennes pour eux un mentor. Et le mentor, c'est quelqu'un qui inspire par son exemple. C'est quelqu'un qui donne des conseils. C'est quelqu'un qui aide à aller au meilleur de soi parce qu'il dit à la personne, regarde, j'ai emprunté tel chemin, j'ai abouti à tel autre chemin. Il faut faire comme moi. Mais il y a deux extrêmes. Il y a justement des parents qui sont tellement sévères qu'ils repoussent les enfants, mais il y en a d'autres, en fait, qui ne sont plus des parents, mais qui sont des copains et qui laissent passer tout. Ils n'ont rien compris au jeu. Ils n'ont rien compris. Ces gens de parents... Des parents, par exemple, qui peuvent organiser des fêtes où il y a de la boisson, de l'alcool, et qui se disent émancipés... Alors... Non, ça, c'est la démancipation. Merci. Ils n'ont rien compris au jeu. Ils n'ont pas compris qu'être parent, c'est d'abord jouer un rôle de mentor, c'est-à-dire un exemple que les enfants copient. Quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que c'est ce que je fais que mes enfants ont tendance à copier, avant d'aller copier ce qui est dehors, je ne vais pas, par exemple, organiser une fête où je vais donner de l'alcool à mes enfants. Je ne le ferai pas. Je ne vais pas fréquenter des bars où mes enfants vont, par exemple. Être intime avec son enfant ne veut pas dire être forcément son copain, son pote d'amusement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On est parents et on crée l'environnement qu'il faut pour pouvoir mettre l'enfant dans de bonnes conditions afin de parfaire son éducation. Et si nous devons, en 2 phrases, répondre donc à ces 2 grandes questions que nous essayons, auxquelles nous essayons de répondre depuis le début de cette émission, comment reconnaître un enfant qui se drogue et comment l'aider à s'en sortir? Qu'est-ce que vous direz? Si une clinique a observé, regardez le comportement de l'enfant, ça veut dire le connaître, bien le connaître avant. Et maintenant, quand on sait qu'il y a une variation dans son comportement, on va redevenir pour lui un parent, un vrai parent qui est un accompagnateur et un inspirateur. Il faut savoir que le rôle de parent est un travail à plein temps. Son nom, c'est Dr Frédéric Zabidjo. Il est psychologue, il est coach de vie, pour ne citer que ces 2 cordes qu'il a à son arc, parce que si je dois vous faire la liste, on ne va pas s'en sortir. Mais il est important de rencontrer des professionnels comme lui, et c'est pour cela que pour cette émission, exceptionnellement, il va nous laisser un contact. Le 07 encore, 65 29 27. Ou alors le 01 38 encore, 51. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Infiniment merci à vous et à la RTI. Oui, merci aux téléspectateurs qui réagissent. S'il vous plaît,
personnes non sérieuses s'abstenir. Ces numéros de téléphone-là sont précieux. Vous laissez des messages, on prend rendez-vous, on s'organise pour justement nous aider à permettre à nos enfants qui sont malheureusement déjà touchés par la drogue de s'en sortir. Vous restez avec nous, on a commencé ensemble, on finira forcément ensemble. Merci. Mais là, il faut vraiment qu'on attache nos ceintures pour nous retrouver au Togo, il a dit avec Renaud Koubia, pour Matin Express. Rebonjour et merci de nous retrouver pour Matin Express cette fois. Matin Express qui nous envoie au Togo où nous allons faire le tour de l'actualité en compagnie de Noël Tadegnon. Bonjour Noël. Vous vous trouvez dans la capitale du pays. On annonce pour bientôt une initiative du Togo pour mieux comprendre le phénomène du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Qu'en est-il exactement ? Le Togo projette l'organisation en avril 2022 à Lomé d'une conférence de haut niveau sur les transitions politiques et la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. L'initiative a été présentée par le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Cette initiative de Lomé permettra notamment de mieux comprendre l'évolution des dynamiques et logiques sécuritaires de la région sahélienne et de l'Afrique de l'Ouest et de développer une approche réaliste de l'accompagnement des transitions politiques dans un espace structurellement sous menace. Dites-nous Noël, il y a une polémique en cours au Togo sur de nouveaux bus qui ont été mis en circulation par l'État togolais pour le transport en commun. Quel est le problème autour de ces bus ? Le Togo s'est doté de 22 nouveaux bus pour renforcer le parc des véhicules dédiés au transport en commun, mais à peine mis en circulation, ces bus du nom de SUB 131 suscitent une grosse polémique et les réseaux sociaux s'enflamment autour de ces bus fabriqués en Biélorussie sur la base d'un camion de poids moyen. La masse totale de ce bus est de 16 tonnes et il dispose de 43 places assises et peut accueillir jusqu'à 72 personnes. Mais ces bus ne sont pas du goût des Togolais et beaucoup dénoncent leur aspect extérieur. Et pour le député Jerry Tama, il faut simplement enlever de la circulation, je cite, les bus de transport de prisonniers là. Ils sont vraiment vilains. Tout le monde est d'accord là-dessus, soutient-il. En réaction à cette polémique, le ministère togolais des Transports a diffusé sur les réseaux sociaux donc, une vidéo pour montrer les avantages de ces bus. Et un technicien biélorusse a révélé dans une interview les atouts et surtout la robustesse de ces bus. Eh bien, on reste sur la route pour parler des taxes sur les véhicules à moteur et on annonce une révision de ces taxes. Comment se présente la nouvelle situation, Noël ? Le Togo applique de nouveaux tarifs sur la taxe sur les véhicules à moteur pour cette année 2022. Selon la nouvelle grille en vigueur, les frais de vignette restent inchangés. Pour les motocyclettes et les véhicules à 3 roues, ils doivent payer entre 15 000 et 40 000 francs CFA. On note une baisse de tarifs et la création de nouvelles puissances fiscales pour différentes catégories de véhicules. C'est ainsi que les véhicules affectés au transport de personnes devront débourser donc désormais 20 000 francs au lieu de 30 000 francs, surtout les véhicules qui ont entre 12 et 15 chevaux et les véhicules qui ont entre 16 et 20 chevaux déboursent 30 000 francs CFA et ceux qui ont plus de 20 chevaux paient 40 000 francs CFA. Autre sujet, toujours avec vous, Noël, face aux conditions de location souvent intenables qu'imposent les propriétaires de maisons, l'État togolais a décidé de plafonner les conditions d'accès aux maisons. Eh bien, comment cette nouvelle décision est-elle accueillie ? La caution et la garantie de loyer et le bail d'habitation constituent depuis toujours un sérieux problème au Togo. Et le gouvernement a adopté un décret pour réglementer la caution et la garantie de loyer du bail d'habitation. La caution est désormais plafonnée à 3 mois de loyer, tout comme la garantie. Ce plafonnement a pour objectif de limiter les spéculations actuelles pratiquées dans le pays et un modèle type de bail est prévu et devrait être mis à la disposition de la population dans les services administratifs et sur les sites Internet. Beaucoup espèrent une application effective de la mesure qui ne fait pas
le bonheur de tout le monde. Certains propriétaires de maisons expriment déjà leur colère. Il faut dire que le pays souffre d'un manque de politique adéquate de l'habitat et beaucoup de Togolais espèrent la construction de logements sociaux sur l'ensemble du territoire. Cela contribuera aussi à régler les problèmes de spéculation et de logement dans le pays. Eh bien, on referme ce voyage au Togo avec vous, Noël, en football, où les Togolaises sont à 2 matchs d'une première qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations dames. Et comment se préparent les éperviers dames qui affrontent le Gabon? Ce sera les 17 et 23 février 2022 et ce sera pour le compte des matchs allés. Les éperviers dames sont à 2 matchs de leur première qualification à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations dames de football. La sélectionneuse du Togo, Kaitometi, y croit. Elle prépare cette double confrontation depuis la semaine dernière. Elle a convoqué une vingtaine de joueuses. Elle s'entraîne tous les jours et parallèlement aux séances d'entraînement, les filles suivent des cours sur les lois du jeu. Occasion pour elles d'approfondir leurs connaissances sur les règles de l'arbitrage. Les Togolaises reçoivent à Lomé le Gabon ce jeudi 17 février et seront en déplacement à Libreville le 23. Et le déplacement à Libreville, ce sera bien évidemment pour le match retour. On souhaite bonne chance aux Togolaises. Eh bien, c'est ici, Naomi, qu'on s'arrête pour ce numéro de Matin Express. Ça passe tellement vite avec vous. Merci beaucoup, Renaud. Et on se retrouve demain pour la revue de presse en mode intégral. Et puis, avec l'info qui continue toujours sur Matin Bonheur. Merci beaucoup, Renaud. Merci aussi à vous, téléspectateurs, parce que vous êtes toujours aussi nombreux connectés pour nous suivre. Aujourd'hui, on a eu vos réactions concernant ce thème et on veut vous dire merci. Ephrem, Ian, merci pour votre participation. À côté d'Ephrem, il y a eu Emos Fofana et un autre intervenant, Bokoya Tagro. J'espère que j'ai bien prononcé. Ceci nous permet de dire merci à tous ceux qui nous envoient des likes, des encouragements, des remerciements. On vous dit merci. On voudrait aussi dire merci à tous ceux qui célèbrent aussi leur anniversaire avec nous à Matin Bonheur. Et aujourd'hui, on veut saluer particulièrement maman Barthe Touré Nathalie. Alors, c'est la Valentine de quelqu'un ici dans ce studio. C'est la femme qu'il adore le plus au monde. Oui, c'est sa mère. Il s'agit de notre cadreur Bomba qui veut dire joyeux anniversaire à sa maman et joyeux anniversaire à tous ceux-là qui célèbrent un an de plus aujourd'hui. Vous êtes nombreux à animer cette émission et c'est pour cela qu'on passe vos différents appels WhatsApp. Regardez. Bonjour à la grande famille de Matin Bonheur, moi c'est Kwame Armand, j'habite Cocody Djorogobité, derrière le CHU d'Angré, le nouveau CHU. Aujourd'hui, j'ai mangé du bon riz couché en suivant mon émission préférée, Matin Bonheur. Je remercie la grande famille de Matin Bonheur, que Dieu veille sur vous. Chapeau à vous, chapeau, chapeau, chapeau. Amen. Moi, j'aime la partie où il parle de riz couché. Mon frère, tu as raison. Quand on se lève le matin et qu'on sait qu'on en a pour toute la journée à courir dans tous les sens, mieux vaut s'équiper convenablement. Salutations encore à tous nos téléspectateurs de la Côte d'Ivoire et même au-delà de nos frontières. On espère que vous avez eu toutes les réponses que vous avez pu vous poser concernant le soutien, l'accompagnement qu'il faut apporter à nos enfants touchés par la drogue. Et c'est pour cela que je donne mon bon. Voilà, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça, on donne le point pour dire qu'on a apprécié sa présence, docteur Frédéric Zabidjo. Nous, on se retrouve demain, par la grâce de Dieu. On vous souhaite de passer d'excellents moments en notre compagnie sur RTI 1. Quand je dis notre, je parle du groupe RTI qui met tout à votre disposition pour vous servir toute la journée. Toutes les informations du monde entier, tous les divertissements possibles en famille. N'oubliez pas de profiter de tous les instants que vous pourrez avec vos enfants. Que Dieu nous bénisse. À demain.